Les grands progrès en matière informatique, et là je ne parle que du greffe du tribunal, mais les grands progrès informatiques ont été réalisés au cours de la dernière décennie. C'est là que précisément donc, la révolution numérique a produit ses effets. Et l'objectif poursuivi depuis 2005, et c'est un objectif que nous poursuivons au quotidien, est celui d'une numérisation de tout le processus judiciaire. Donc ceci a commencé par l'élaboration, la confection, la mise en production d'un registre complètement électronique. Ce registre électronique a été mis en production donc, en 2006. Auparavant, nous avions le grand livre ouvert, le grand registre, dans lequel chaque personne du service venait inscrire les actes de procédure en faisant la file dans une pièce consacrée à cet effet, et donc avec un beau stylo, puisque l'inscription au registre a valeur d'acte authentique. Donc chaque personne venait inscrire dans la langue de procédure l'acte de procédure. Vous imaginez bien qu'avec plusieurs milliers d'actes de procédure par an, il fallait passer à autre chose. Mais il fallait passer à autre chose en tenant compte du multilinguisme. Et donc nous avons, c'était une première mondiale, nous avons effectivement mis en production un registre complètement multilingue qui permet l'inscription depuis son bureau par chaque assistant ou chaque administrateur des actes de procédure. Et le registre électronique a été fondamentalement le point de départ d'une série de développements qui aujourd'hui permettent de dire que presque tout le processus judiciaire est numérisé. Donc nous avons à ce titre travaillé énormément sur un système dénommé PRODOC, qui est un système de production automatique des lettres, qui permet d'appeler des données de manière automatisée dans nos bases informatiques pour la production des lettres, qui, je le rappelle, sont des lettres produites dans la langue de procédure. Donc cet outil nous permet notamment de contourner certains obstacles linguistiques. Lorsque nous n'avons pas la maîtrise ou une maîtrise insuffisante de certaines langues, une personne peut travailler dans la langue qu'elle maîtrise le mieux et appeler en fait la même information dans la langue qui est mal ou insuffisamment maîtrisée. Nous avons permis au président de chambre de pré-réserver les salles d'audience, de préfixer les dates des audiences de manière totalement décentralisée. Nous avons mis en place un dossier électronique qui est aujourd'hui presque intégralement le reflet du dossier papier qui existe dans nos archives. Les 648 mètres dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, existent aujourd'hui en format électronique. Ce qui permet également une distribution des actes de procédure à fréquence hebdomadaire aux membres de la formation de jugement pour que ceux-ci puissent précisément disposer d'un dossier toujours à jour. Il y a beaucoup de systèmes, bien sûr, de distribution de l'information, notamment dans le domaine administratif. Il y a le système des fiches de transmission, donc c'est celui dont on est particulièrement fier, c'est un des derniers en date. C'est le système qui permet tout simplement au greffe de communiquer auparavant en version papier, avec en pièces jointes les documents. Aujourd'hui, en fait, nous communiquons en format exclusivement électronique avec les cabinets des juges. Donc, il y a tout un workflow qui a été mis en place, ce qui permet en fait au greffe de transmettre l'information en format électronique avec les pièces jointes, au cabinet de traiter ces pièces, de prendre position sur les demandes présentées par le greffe, qui permet au cabinet de prendre des décisions appropriées, soit dans la formation de jugement, soit par le président de chambre lui-même. Et le retour informatique permet l'exécution par le greffe par ce même canal. Donc l'application eCuria a été mise en production en novembre 2011. L'application eCuria est l'application qui permet le dépôt et la signification des actes de procédure par les représentants des parties et par le greffe en format exclusivement électronique et sécurisé. Donc eCuria fait partie des modes de dépôt et de signification avec aujourd'hui le dépôt en format papier, qui est encore pratiqué, le cas échéant précédé d'un dépôt par fax. Dans cette hypothèse, les parties doivent déposer l'original dans un délai de 10 jours. Donc là, nous sommes dans une phase de transition, puisque l'application eCuria connaît un très très grand succès. Donc un jour de pouvoir avoir ce mode de dépôt et de signification comme mode de dépôt et de signification exclusif. Donc la dématérialisation des échanges a permis de travailler beaucoup plus rapidement qu'auparavant, de réaffecter des ressources à d'autres priorités et très largement à contribuer à la bonne utilisation des ressources. Alors
Alors la numérisation, elle est en cours. Je vous ai parlé en fait d'un objectif d'une numérisation complète du processus judiciaire. On n'y est pas encore. Et là, le greffe du tribunal et la juridiction donc, poursuivent vraiment cet objectif d'une numérisation continuelle. Bien sûr, les juristes vont toujours continuer de travailler sur du format papier et il est vrai que compte tenu du volume des actes de procédure déposés devant le tribunal, il n'est pas possible en fait, de travailler en toute situation sur l'écran. Donc il faudra de toute façon continuer à travailler avec le papier, mais ça c'est plutôt le travail d'analyse en fait, des juges. Notre objectif, c'est, il y en a plusieurs. Le premier, c'est de disposer d'un dossier électronique complet, qui soit l'exact reflet du dossier papier, qui aujourd'hui est la version faisant foi, tenue par le greffe. Donc pour cela, il nous manque encore quelques petits éléments, et notamment tout le volet lié au dossier interne de la procédure. Nous y travaillons. Et j'espère pouvoir être en mesure d'affirmer que d'ici 2 ans, on aura en fait un dossier électronique complet. Donc ça va poser d'autres questions. Ça va poser notamment la question du dossier électronique, donc de sa valeur juridique. Et puis il y aura des questions, bien sûr, des enjeux informatiques importants, comme la pérennité des formats, etc. Donc toutes sortes de garanties dont on doit disposer, questions que l'on ne se pose pas aujourd'hui avec le papier. L'objectif, c'est également de poursuivre de travailler sur le mode de dépôt et de signification, pour faire en sorte que l'application Ecuria devienne le mode, comme je l'ai dit, le mode exclusif de dépôt et de signification. Donc le fruit n'est pas encore mûr. Pourquoi? Parce qu'il y a encore quand même, il y a plus d'1 million d'avocats dans l'Union européenne, et donc les habitudes sont très différentes d'un pays à l'autre, donc c'est une longue marche, mais nous la poursuivons, et donc nous poursuivons cet objectif d'avoir un jour le format exclusivement électronique comme mode de dépôt et de signification. Notre objectif, c'est aussi de modifier, à un moment donné, radicalement la manière d'échanger avec les représentants des parties, pour être plutôt dans une situation dans laquelle nous créons un portail des parties qui soit une véritable plateforme d'échange avec les représentants des parties, leur permettant de consulter à distance, en fonction bien sûr de leur qualité, mais de consulter à distance le dossier électronique, c'est-à-dire consulter l'ensemble des pièces figurant dans le dossier dans lequel ils sont des représentants. Ce que nous souhaitons également, c'est favoriser en fait à terme une distribution à la carte des décisions de justice. Donc aujourd'hui, nous avons déjà sur le site Curia un flux RSS qui permet de recevoir des informations relativement ciblées. Mais le but, c'est à terme d'avoir en fait une distribution tant interne qu'externe, une distribution très fine de la jurisprudence, puisque les juridictions sont de plus en plus productives, le nombre de décisions augmente, et donc je crois globalement qu'il n'est plus possible en fait pour tout le monde de tout lire, et donc il faut des outils en fait permettant d'aider le justiciable et globalement le grand public. Il faudra évidemment en fait travailler à terme sur la mutualisation de toutes nos applications. Je crois que maintenant une des grandes tendances, c'est de faire en sorte que l'on dispose de tableaux de bord qui permettent en permanence de tout suivre. Donc on a travaillé en fait historiquement au développement de beaucoup d'applications qui interagissent entre elles. Mais maintenant l'objectif, c'est de faire en sorte que nous ayons des interfaces uniques au niveau du greffe, au niveau des cabinets, pour piloter les affaires de la meilleure manière, donc être en mesure, j'en parlais tout à l'heure, mais être en mesure de faire un case management optimal de toutes les affaires, et là la numérisation doit nous aider. Et puis en dernier lieu, la visioconférence, c'est un sujet sur lequel nous devons continuer à travailler. La visioconférence, c'est la possibilité donc pour les représentants des parties, sans avoir à se déplacer, de comparaître devant le juge. Donc n'oublions pas que pour certains représentants des parties, c'est parfois difficile et coûteux de venir à Luxembourg. Et donc nous envisageons de travailler sur ce sujet avec la Cour de justice et nos collègues interprètes pour un jour disposer d'un système performant de visioconférence. Les aspects techniques, mais derrière il y a les aspects juridiques. Concrètement, les exigences du procès équitable auxquelles nous devons veiller en permanence et donc faire en sorte que, si vous voulez, le studio dans lequel la personne est entendue soit un prolongement de la salle d'audience. Dans certains ordres juridiques, ce système est déjà bien mis en œuvre et bien connu, notamment aux Pays-Bas. Et donc, comme nous le faisons, et c'est notre manière de travailler, nous observons, nous nous informons,
Nous essayons de prendre le meilleur de ce qui est. Le budget est limité, donc il faut que l'on soit sûr en fait, de s'engager sur la bonne voie lorsqu'on s'y engage. Mais c'est un sujet qui retient l'attention des États membres, notamment dans le cadre du groupe de travail e-Justice, qui est un groupe de travail du Conseil de l'Union européenne. Et donc nous suivons avec beaucoup d'intérêt les travaux conduits dans ce groupe de travail. C'est une question qui est à l'examen, en fait, qui est examinée par les membres de l'institution. Ce sujet a été récemment évoqué dans le cadre d'une grande assemblée générale des membres. C'est un sujet sur lequel il faut avancer avec une certaine précaution. Donc la Cour européenne des droits de l'homme pratique déjà en fait, la diffusion des audiences, absolument. Il y a des spécificités propres à nos contentieux qui peuvent poser difficulté. D'abord chez nous, il y a évidemment le volet du multilinguisme. Donc ça pose la question en fait dans quelle langue la retransmission doit être faite. Est-ce que c'est dans la langue utilisée par les orateurs ou pas? Je vais vous donner un exemple très concret. Si vous avez en fait une audience qui se déroule en langue anglaise, mais que vous avez des États membres intervenant, les États membres pouvant utiliser leur propre langue, la langue utilisée en audience ne va pas nécessairement être une langue comprise par la personne qui va voir la vidéo. Et donc ça pose les questions évidemment toujours épineuses du multilinguisme, donc de l'interprétation. Ça c'est un des sujets en fait qui est problématique. Le deuxième, c'est la nature des contentieux portés en particulier devant le tribunal, puisqu'il y a beaucoup de contentieux économiques. Il est vrai que les audiences sont publiques, mais on sait à quel point en fait, les effets d'une diffusion en ligne des audiences ne produisent pas le même effet qu'une audience en fait, à laquelle le public peut assister en direct dans la salle. Donc là, il y a des exigences de protection de certaines données qui est très importante. Dans le cadre de certaines des affaires portées devant le tribunal, il peut arriver qu'il soit décidé de tenir le huis clos. Donc parfois, il y a des audiences qui sont organisées en partie publique et organisées en partie à huis clos. Voilà. Donc ce sont des éléments avec lesquels il faut composer. Il faut trouver la média via, et donc le meilleur dénominateur commun, étant précisé que, voilà, encore une fois, les contentieux portés devant la Cour de justice, qui sont plutôt des questions d'intérêt général par le jeu de la question préjudicielle, et les questions portées devant le tribunal, qui mettent plutôt en cause des intérêts individuels, sont d'une nature fondamentalement différente, et donc probablement appellent des réponses différentes. Mais donc cette question, effectivement, est une question qui est à l'examen, et exactement comme nous le faisons pour les développements informatiques ou les processus de numérisation, nous observons, nous regardons, nous réfléchissons, parce que là, ce sont des mouvements qui, lorsqu'ils sont amorcés, en fait, ont des incidences extrêmement importantes. Évidemment, les grands enjeux numériques, derrière les grands enjeux numériques, il y a la question aussi du budget. Donc la Cour de justice de l'Union européenne, c'est une institution de l'Union qui a un budget qui est contraint, et ceci nous amène nécessairement à faire des arbitrages. Donc nous devons effectivement procéder par politique des petits pas, ce qui n'empêche pas d'avoir une vision stratégique à moyen et long terme, bien sûr. Mais dans le cadre de cette évolution stratégique, il faut toujours tenir compte, parce que ceci a un coût, de la nécessité de maintenir, d'assurer la stabilité des applications informatiques. Ça a un coût, le coût de fonctionnement. De tenir compte des évolutions des technologies autour de nous. Donc les évolutions sont extrêmement rapides, et donc nous devons à fréquence régulière migrer nos systèmes vers des versions plus modernes de certains systèmes. Ça a un coût également. Et donc nous devons en permanence veiller à ce que nos systèmes ne deviennent pas obsolètes. Donc on est dans cette situation dans laquelle on doit d'un côté veiller à assurer la stabilité et éviter l'obsolescence, et dans le même temps avoir la vision stratégique plus ambitieuse pour déterminer en fait le chemin sur lequel nous devons continuer d'avancer. Et donc pour en finir avec cela, clairement, le greffe du tribunal et la juridiction veulent avancer sur le chemin de la numérisation complète du processus judiciaire.